Ce qui se joue en Ukraine aujourd'hui n'est pas le sort de l'Ukraine, mais celui du monde. Ce pays n'est que le champ de bataille d'une guerre menée par l'empire financier de la City de Londres et de Wall Street, décidé à maintenir son hégémonie planétaire à n'importe quel prix, y compris d'un affrontement militaire si la Russie et la Chine ne se soumettent pas. La mondialisation financière, dirigée par la City de Londres, sa filiale de Wall Street et son réseau de paradis fiscaux, est arrivée à bout. Depuis l'éclatement de la bulle en 2008, les États et les banques centrales payent le prix fort pour maintenir artificiellement en vie le système. Au point qu'à la prochaine crise financière, ils n'auront plus les moyens de renflouer les banques. Leur plan B est connu depuis 2013. C'est le bail-in en anglais, ou résolution bancaire dans les termes de la législation française et européenne. Ce mécanisme consiste à renflouer les banques avec l'argent qui se trouve dans les banques, comme à Chypre en février 2013, avec le pillage pur et simple des dépôts bancaires. C'est une stratégie de désintégration contrôlée du système pour en réduire la taille, quitte à laisser mourir une bonne partie de la population. Des nations souveraines comme la Russie et la Chine, qui entendent se développer en toute indépendance, représentent donc une entrave à leur volonté de pillage absolu. C'est cela, le vrai moteur de la crise ukrainienne. Tout a démarré le 21 novembre 2013, lorsque le gouvernement légitime d'Ukraine suspend les négociations en vue d'un accord d'association qui le lierait économiquement et politiquement avec l'Union européenne. Car cet accord prévoyait notamment une clause de libre-échange approfondie et globale qui aurait mis fin à toute protection douanière pour l'agriculture et l'industrie ukrainienne. Le pays a donc préféré se tourner vers l'Est en vue d'intégrer l'union douanière Russie-Biélorussie-Kazakhstan, basée sur le développement régional plutôt que sur le pillage des marchés. De surcroît, l'accord prévoyait d'intégrer l'Ukraine dans la politique de sécurité commune de l'Union européenne, c'est-à-dire l'OTAN. Ce qui s'est passé ensuite relève de l'application minutieuse du manuel de changement de régime de l'oligarchie financière. Les 21 et 22 novembre, de petits rassemblements pacifistes se tiennent sur la place Maïdan, réunissant quelques centaines de pro-européens. Ce qui peut paraître ironique lorsqu'au même moment en Grèce, en Espagne et au Portugal, les peuples se soulèvent contre la Troïka et son austérité criminelle. Du coup, personne ne prend au sérieux ces manifestants. Mais à partir du 24 novembre, les partis qui promouvaient l'accord de libre-échange au Parlement prennent le relais. Il s'agit des partis libéraux-conservateurs Batkivshina de Arseniy Yatsenyuk et Oudar de Vitali Klitschko, ainsi que du parti néo-nazi Svoboda de Oleg Tchernibok. Dès lors, les incidents commencent et permettront au mouvement de prendre son ampleur. Les provocateurs issus des mouvements néo-nazis Svoboda et Secteur droit ont recours à la violence organisée et armée contre la police, les institutions et les autres partis politiques. Minoritaires, mais entraînés quasi militairement, ils prennent rapidement le contrôle de Maïdan et rendent l'escalade inévitable. Ces milices néo-nazis ne sont dénoncées ni par l'Europe ni par les États-Unis. Pire, la baronne Catherine Ashton, haute responsable des affaires extérieures européennes, s'exhibe en compagnie du député du parti néo-nazi Svoboda, Oleg Tchernibok. Tout comme son homologue Victoria Nuland, la sous-secrétaire d'État américaine pour l'Europe de l'Est, promue par Obama après avoir fait ses classes dans l'administration Bush. La conversation téléphonique fuitée dans la presse entre Nuland et l'ambassadeur américain sur place révélera à quel point les trois chefs de l'opposition ne sont que des pions sur l'échiquier anglo-américain. Good. So I don't think Klitsch should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. In terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. We want to keep the moderate Democrats together. The problem is going to be Tynybok and his guys. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, you know, what he needs is Klitsch and Tynybok on the outside. He needs to be talking to them 4 times a week, you know. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, you know, fuck the EU. Pendant ce temps, la situation dégénère sur la place Maïdan
avec l'intervention d'une troisième force, des snipers qui tirent à la fois sur la police et sur les manifestants. Ils feront 100 morts. Le 21 février, Yanukovych est contraint par la diplomatie européenne à signer un accord avec les 3 dirigeants de l'opposition, engageant au retour à la Constitution de 2004, à l'organisation d'élections anticipées et au désarmement des militants extrémistes. Mais l'accord vole en éclats sous la pression des chefs de milices néo-nazis, Dimitri Yarosh et Andrei Paroubi, qui exigent l'éviction de Yanukovych. Les milices vont encercler le Parlement et menacer les députés. À l'intérieur, les leaders de l'opposition vont organiser la destitution de Yanukovych, en violation totale de l'accord soutenu par les Européens et sans respecter la procédure constitutionnelle. Le nouveau gouvernement issu de Maïdan est composé d'ultralibéraux, dont le Premier ministre Yatsenyuk, qui engage sur le champ la thérapie de choc demandée par le FMI. Il s'empresse également de signer l'accord de libre-échange et d'intégration avec l'Union européenne et entame les négociations avec l'OTAN. En reconnaissant ce gouvernement, les diplomaties européennes et américaines ont du même coup cautionné la montée au pouvoir des néo-nazis. Ils ont en effet obtenu le poste de vice-premier ministre ainsi que 4 ministères, dont celui de l'éducation. Quant aux chefs des milices néo-nazis Yarosh et Paroubi, ils prennent la tête du Conseil national de défense et de sécurité. Leur première mesure sera de décréter l'abolition de la langue russe comme 2e langue officielle et d'interdire de diffusion les chaînes de télévision russes. Peut-on dès lors faire mine de s'étonner des conséquences ? Le climat de séparatisme et de chaos a été fabriqué et les Ukrainiens russophones ne peuvent que voir en ce nouveau gouvernement un danger immédiat pour leur vie. En violant sciemment le droit international, les Occidentaux ont ouvert la boîte de Pandore. Mettons-nous un instant à la place de la Russie. Peut-elle se permettre l'inaction face à ce rouleau compresseur ? La stratégie appliquée par l'oligarchie financière, dont l'OTAN et les États-Unis d'Obama sont le bras armé, est d'encercler les puissances montantes que sont la Russie et la Chine pour les contraindre à accepter leur tutelle. À l'ouest, le déploiement du bouclier antimissile menace l'indépendance russe puisqu'il neutraliserait une partie de son arsenal stratégique. À l'est, la politique de pivot asiatique d'Obama se traduit par le redéploiement de troupes, de porte-avions et de sous-marins nucléaires pour établir une capacité de première frappe contre la Chine. Cette politique mène le monde au seuil d'un affrontement nucléaire. En Ukraine comme en Syrie, en Iran ou autour des îles sino-japonaises, on joue avec le feu. En réalité, cette doctrine d'encerclement n'est pas une doctrine américaine. Elle est la continuation de la politique de l'Empire britannique, telle qu'elle fut théorisée au début du XXe siècle par le géographe de l'Empire Alfred Mackinder. Proposée en 1905, cette doctrine Mackinder professe que le contrôle du Heartland continental, en empêchant son développement, assurera une suprématie maritime et commerciale à l'Empire britannique. La City sponsorise sa thèse. Cependant, aux États-Unis, sa renommée n'est pas folichonne. La politique de développement transcontinental de Lincoln est encore présente dans les esprits. Mackinder est considéré comme un nostalgique de l'idée impériale et un serviteur de la thalassocratie anglaise. Ce n'est qu'après la mort de Franklin Roosevelt que cette géopolitique britannique est réhabilitée par l'administration Truman pour justifier la politique d'endiguement de l'URSS. Les idéologues Henry Kissinger et Zbigniew Brzezinski l'érigeront en doctrine officielle des États-Unis. Ils enterrent ainsi la tradition de coopération initiée par des présidents américains comme John Quincy Adams, Abraham Lincoln ou Franklin Roosevelt. Aujourd'hui, Barack Obama, comme Bush avant lui, ne fait que soumettre son pays à cette politique impériale de pillage financier.
Okay, Jacques and Paris, I think we all agree this is a crisis. Who started it? Who's responsible? Well, what I have to say that it's not really about Crimea or Ukraine. It's about a world monetary system, a financial world monetary system, which is in a state of absolute collapse. And then you had on the Russian side people like Sergei Glaziev or Dmitry Rogozin, who both called for the de-offshorization, which means a return to Russia of investments in the tax havens. And it's precisely those two persons, Rogozin and Glaziev, that have been sanctioned by the American authorities. This confrontation, I think the only solution is to bring forth a development system involving both Western Europe and Eastern Europe in a community of development, which we call that Helga Sepp-LaRouche, my German ally and friend, called a Eurasian land bridge. Imaginons que la Russie, la Chine, les États-Unis et l'Europe travaillent ensemble à leur propre développement. Ce serait intolérable pour l'oligarchie de la City et Wall Street. Elle perdrait de fait sa place de force économique dominante dans un monde désormais tourné vers son avenir commun. And we have to go back to the idea of physical economy, which is associated with the Industrial Revolution of America, which was the result of the policies of Lincoln, who also created a land bridge throughout America. Depuis la chute de l'URSS, c'est ce que nous avons clairement mis sur la table comme alternative à la mondialisation financière. Le développement de l'Eurasie, et dans le même élan des Amériques et de l'Afrique, est le défi que l'humanité doit relever. L'établissement de réseaux ferroviaires traversant les continents permettront le désenclavement des zones les plus pauvres. La réorientation de l'effort économique vers l'aménagement des territoires et la production scientifique, technologique et industrielle provoquera une hausse massive des niveaux de vie. C'est ainsi que les peuples pourront conquérir leur liberté politique et enfin disposer d'eux-mêmes. Dans leurs intérêts respectifs, la Russie et la Chine prennent le chemin de cette politique. Elles proposent toutes deux des coopérations pour bâtir une nouvelle route de la soie. L'ancienne route de la soie a pris naissance il y a plus de 2000 ans pour permettre les échanges commerciaux et culturels croissants entre l'Europe et l'Asie, avant d'être supplantée par les voies maritimes au XVe siècle. La ligne de chemin de fer transsibérienne a vu le jour avant la Première Guerre mondiale pour répondre aux besoins d'unité territoriale de la nation russe, puis a donné naissance à plusieurs extensions après la Deuxième Guerre mondiale. L'axe logistique transeurasien a ouvert en 2008 et relie l'Allemagne à la Chine via la Russie en moins de 15 jours, soit 10 jours de moins qu'en bateau. Les projets de réseau transcontinental et de nouveaux ponts terrestres eurasiatiques sont à l'ordre du jour en Russie et en Chine. Mais pour bâtir réellement la paix par le développement, les beaux discours et les business plans ne suffiront pas. On doit se débarrasser pour de bon de la finance criminelle. La France, l'Allemagne et les États-Unis doivent reprendre leur indépendance et rompre avec la City de Londres. Et dans le même temps, saisir l'occasion historique de ces grands projets promus par la Russie et la Chine afin de stabiliser le continent. Face au conditionnement de l'opinion publique pour une guerre contre les puissances d'Eurasie, voilà le rôle que doit jouer un dirigeant qui porte vraiment l'intérêt de son peuple. Battons-nous pour cette paix-là, maintenant, car l'occasion pourrait ne pas se représenter.